Salut, on est au Jardin de la Vallée au mois de mars, donc c'est tout début de la saison. Et on va voir au fil des vidéos comment on peut planter des choses à cette époque-là, dehors, sous serre à plant, les associations de culture, les rotations de culture. Donc voilà ce qui va se passer au niveau taille, implantation de culture permanente, de légumes vivaces ou légumes pas vivaces, etc. Paillage, dépaillage, taillage. Donc il y a plein de choses à voir au mois de mars avant de reprendre les saisons pour recommencer en fait avec un jardin bien prêt pour passer l'année. Alors là, on est dans une de mes serres et à cette époque-là, dans les serres, il y a des salades, il y a la clétonne de Cuba, des épinards. Donc dans celle-là, en fait, il reste de la clétonne de Cuba. Il y a aussi des laitues que je viens de repiquer. En fait, celles-là, elles ont passé l'hiver à l'extérieur. Là, elles sont un peu flétries parce que vraiment, je les repique à peine. Et donc, c'est des laitues que j'ai semées à l'automne, dehors. C'est une variété qui s'appelle la romaine rouge qui résiste très bien au froid et à l'humidité. Et là, je l'ai repiquée à l'instant, en fait, dans pleine terre. Donc, elle va pouvoir reprendre du volume assez rapidement. Et là, tous les autres trous où on voit qu'il y a du terreau, en fait, j'ai fait des semis directs dedans. Donc là, j'ai mis de la coriandre, de la roquette, de la moutarde indienne, la moutarde japonaise, de la moutarde frisée. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des épinards. Et en fait, toutes ces plantes vont pouvoir germer même dans le froid. Des laitues aussi, j'ai mis bien sûr, et des blettes. Et donc, beaucoup de légumes feuilles en fait, qui vont arriver assez rapidement avant que je vienne implanter des tomates, des aubergines, des concombres, des poivrons, donc tous les légumes d'été dans la serre. En plus, certaines plantes, comme par exemple du persil, vont pouvoir rester en couvre-sol au pied de ces légumes d'été. Et une fois que les légumes qui sont là seront récoltés, donc je vais planter mes tomates, aubergines, etc. Et au pied, je vais remettre encore un couvre-sol, sûrement d'aromatiques ou même des oignons blancs. Et d'ailleurs, si on approche un peu la caméra d'ici, on voit que là, pareil, j'ai repiqué des oignons blancs. Et ceux-là, je les ai semés en fait en octobre-novembre de l'année dernière. Ils ont passé l'hiver dans des mini-mottes et je les repique maintenant. J'aurais pu les repiquer plus tôt dans la saison, mais voilà, j'ai fait d'autres choses. Et donc, ils vont donner des oignons blancs assez tôt dans la saison. Et pour pouvoir avoir des oignons frais toute l'année, en fait, je vais en ressemer. Là, j'en ai ressemé en petites mottes, on vient de voir. Et je vais en ressemer dans 3 semaines. Et puis, je vais en ressemer encore jusqu'à l'automne où j'en sème pour en avoir très tôt dans la saison. Voilà. Si j'avais réussi à repiquer des oignons blancs à l'automne passé, j'en aurais déjà des très beaux dans la serre. Voilà. Cet hiver, j'ai fait plein d'autres choses, d'autres que du jardinage. Donc là, vraiment, afin d'optimiser tous les espaces qui sont cultivables dans mon jardin, on voit que les bordures de serre sont cultivées. J'ai mis des fraisiers, donc une plante vivace qui est couvre-sol et qui va pouvoir pousser vraiment dans ces endroits un peu ingrats où pas grand-chose d'autre pourrait pousser. Et c'est quand même une plante avec une haute valeur parce que tout le monde, sauf quelques personnes peut-être, n'aiment pas les fraises. Et on voit derrière en arrière-plan qu'il y a des artichauts. Là, ils sont tout petits parce qu'ils viennent de passer l'hiver. Mais si vous revenez dans quelques semaines, voire quelques mois, ils vont prendre un volume considérable et produire des artichauts. Donc pareil, pour créer une bordure entre les serres. Et on a des fraises en couvre-sol, des artichauts et après des cultures en plein champ. Voilà. On va aller voir ce que j'ai semé dehors. Alors là, le travail qui a été fait ces dernières semaines, c'est de désherber toutes mes planches d'asperges. Les asperges, ce sont des plantes vivaces qui aiment bien mon sol. En fait, ici, c'est du sol sableux avec des cailloux. Donc, avec ou sans les cailloux, l'asperge a besoin d'un sol drainant. Ça va faire une espèce de touffe de racines qui va augmenter de plus en plus avec le feuillage en fait, qui arrive pendant l'été. Le feuillage va accumuler de l'énergie dans ses racines. Et au printemps, ce sont plein de petites tiges qui vont sortir. C'est des jeunes pousses. Et ce sont ces jeunes pousses en fait, qu'on va consommer, qu'on appelle des asperges. Si on laisse pousser ces jeunes pousses, ça va faire une grande plante de plus d'1 mètre de haut, avec plein de petites tiges dans tous les sens. C'est très beau, mais ça ne se mange pas. Donc on mange vraiment juste le début. Elles sont vertes si on les laisse à la lumière du soleil. Et si on les couvre de terre ou d'une bâche ou de paillage, elles vont blanchir, un petit peu comme les endives qui sont
jaune pâle, mais si on les laisse à la lumière, vous voyez, souvent dans les magasins, les endives sont recouvertes avec des tissus ou du papier par-dessus pour occulter la lumière, sinon elles verdissent en fait, elles font de la photosynthèse. C'est pour ça qu'il y a que les endives sont blanches. C'est pareil pour les asperges. Et là, en fait à l'automne, à l'automne, là on est au printemps, mais je peux le faire aussi à l'automne, je vais tout désherber et je remets une grosse couche de paillage par-dessus les asperges. Donc c'est pas une plante que je peux cultiver sur bâche parce que ça fait des grosses touffes en fait de racines sous terre qui va sortir un petit peu dans tous les sens. Et si je mets une bâche dessus, en fait, ça va passer sous la bâche, ça va être un peu bizarre. Ça va pas marcher. Et du coup, la seule chose que je fais, c'est que je désherbe, je mets toutes les tiges sèches sur place, je remets de la paille, comme ça il n'y a pas d'autres herbes, et il y a juste mes asperges qui vont pousser. Alors juste, mais pas que, je cultive souvent un peu d'ail aussi au milieu des asperges. Donc ça c'est juste une gousse d'ail que j'ai mis il y a à peu près, je sais pas, 8-10 ans. Et en fait tous les ans, cette gousse d'ail produit une tête d'ail. Et la tête d'ail va produire plein de petites tiges d'ail. Et tous les ans, du coup, j'en cueille plein et j'en laisse une. Et ça refait de l'ail comme ça. Et en fait, ça fait pas mal d'années que je maintiens en fait cette ail au milieu des asperges. Et comme l'ail pousse avant que les asperges ne commencent à pousser, en fait, il a le temps de faire de la photosynthèse pour pouvoir pousser avant qu'il soit concurrencé par les asperges. Et le moment où les asperges vont pouvoir pousser et se développer, là, il a fini son cycle de croissance. Donc ça, c'est une bonne idée aussi pour les associations de culture. On va le voir pour les ornithogales ou l'ail des ours après dans le jardin. En fait, ce sont des plantes qui se développent très tôt au printemps ou pendant l'hiver, au moment où les autres plantes sont au repos. Et donc, ça permet de les associer avec d'autres plantes parce qu'ils ne poussent pas du tout au même moment de l'année. Donc là, par exemple, asperge et ail. L'asperge, elle va pousser à partir du mois d'avril-mai, commencer à sortir, mais je vais les ratiboiser régulièrement. Donc en fait, elles ne prennent pas de volume foliaire, donc pas de volume dans l'espace aérien. Et à partir de mi-juin, fin juin, là, je vais les laisser pousser pour qu'elles refassent de la photosynthèse et qu'elles enrichissent les racines d'énergie pendant juillet, août, septembre, octobre, jusqu'à ce qu'il y ait les premières gelées et là, elles meurent. Et l'ail, lui, à partir de justement octobre-novembre, il va ressortir, il va pousser pendant octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Et là, au moment où je commence à cueillir les asperges, paf, je cueille l'ail. Et l'ail, lui, il finit sa végétation jusqu'à mi-juin, fin juin, le moment où les asperges, elles, vont prendre le relais. Donc ça, c'est une bonne association, par exemple, parce que vraiment, ça ne va pas pousser au même moment. Ok ? On commence à avoir pas mal de vidéos sur mes framboisiers. J'avoue avoir une affection particulière pour eux. C'était vraiment une culture que je fais depuis plus de 30 ans. J'ai 35 ans et quand j'étais petit, j'adorais me cacher dans les framboisiers parce que quand on est petit, en fait, on a accès à toutes les framboises qui tombent et que les grands ne voient pas. Et comme j'étais haut comme ça, en fait, mes parents souvent me cherchaient, me disaient « Il est où, Léo ?» Et j'étais caché dans les framboisiers. Donc j'ai voulu recréer ça, avoir un énorme champ de framboisiers pour pouvoir me cacher dedans et boulotter des framboises pendant des heures parce que c'est trop bon. Et là, ce que j'ai fait, c'est que toutes les framboises ont été taillées. On voit qu'elles sont conduites quand même en ligne, c'est quand même assez rationnel parce qu'il faut pouvoir circuler entre les framboisiers, il faut que ça produise quand même pas mal et il faut qu'il y ait quand même de la lumière, de l'air qui passe pour pas que les fruits soient trop acides, qui récupèrent de la lumière pour être sucrés et qu'il y ait du vent qui circule pour pas qu'ils moisissent. Et en couvre-sol, j'ai déjà tous les déchets de taille des framboisiers qui arrivent. J'ai toutes les feuilles des arbres parce que ici c'est une clairière. C'est un écosystème parfait pour les framboisiers. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de lumière mais pas trop de lumière, ce qui fait que c'est quand même pas trop desséchant. Plus toute la matière organique des arbres autour, les feuilles, la biodiversité qui va permettre d'avoir une autorégulation des pucerons et de tout un tas de sortes de maladies qu'il pourrait y avoir sur les framboisiers. Et en plus de ça, j'ai trouvé quelques plantes qui vont pouvoir me servir de couvre-sol. Ce qui fait qu'à terme, donc ça fait déjà 5-6 ans que j'y travaille, je vais pouvoir remplacer une grande partie du paillage qui est une exportation d'un autre milieu vers ici pour produire mon propre paillage directement sur place. Pour ça, j'ai intégré de la consoude au pied des framboisiers, ce qui va apporter beaucoup de biomasse végétale pendant la saison et un tapis de racines qui empêche les autres herbes de pousser. Et en plus, ça va avoir une floraison assez prolifique juste avant les framboises
et pendant que les framboises fleurissent, ce qui fait que ça va attirer plein de pollinisateurs et augmenter ma production de framboisiers. Et donc apporter beaucoup de biodiversité à tout cet espace. Et ensuite, je vais faucher mes consoudes pour que toute la matière développée dans les feuillages se retrouve restituée au sol et que ça apporte de l'énergie à mes framboisiers. Une autre plante que j'ajoute petit à petit au pied de mes framboisiers, c'est l'ornithogale des Pyrénées. C'est une plante souvent décorative, mais celle-là, c'est une plante sauvage locale. Là, elle est un peu flétrie parce que je viens de la repiquer. Ça fait un bulbe un peu comme une jonquille et ça va faire une petite tige que les communs des mortels appellent aspergette des bois. Et c'est une plante comestible que je vais pouvoir récolter très tôt dans la saison. Donc à partir de mi-mai en général, on va dans la forêt, on récolte les asperges des bois. Et moi, l'idée que j'ai là, c'est de créer des lignes d'aspergettes des bois au milieu de mes champs de framboisiers pour qu'ils se reproduisent et que le sol ensuite soit tapissé de cette plante. L'avantage de cette plante, c'est qu'elle ne va pas du tout concurrencer les framboises parce qu'elle n'utilise pas les mêmes nutriments, parce qu'elle ne pousse pas au même moment de l'année, un petit peu comme l'ail dans les asperges. Elle va pousser pendant l'hiver, elle va donner au printemps, ensuite elle va sécher et mourir sur place. Elle va garder l'énergie dans son bulbe pour pouvoir repartir à l'automne. Alors que les framboisiers, eux, là, ils commencent à peine à démarrer et au moment où l'asperge sera récoltée, ils vont commencer à rentrer en production. Ça veut dire que je ne vais pas non plus marcher sur mes plantes, sur mes ornithogales en pleine production pendant que je récolte mes framboises. Elles vont arriver, je vais récolter mes ornithogales et ensuite les framboises vont arriver. Donc je ne vais pas en fait abîmer mes ornithogales en marchant dedans. Donc c'est un bon calcul parce que elles ne produisent pas en même temps, elles ne poussent pas en même temps, elles ne produisent pas en même temps. Donc on peut bien les assembler ensemble. En plus l'ornithogale a tendance à couvrir le sol. Et plus on a une plante qui va prendre en fait l'espace au sol, plus ça va empêcher d'autres plantes peut-être plus embêtantes à gérer de prendre l'espace. Donc celle-là va avoir ce comportement d'occuper l'espace au sol et en plus va me produire des super aspergettes des bois qui, j'ai remarqué, deviennent plus grosses quand on a un sol bien fertile et un petit peu désherbé. Donc je vais avoir vraiment une bonne qualité de plante. L'avantage aussi de cette ornithogale des Pyrénées, c'est que comme l'ail des ours, ce sont des plantes qui peuvent se développer dans des endroits hyper ombragés. Donc quand on a un design en permaculture, on pense sur le long terme. Et donc celle-là, c'est vraiment, je dirais, le stade final de tout ce qu'on peut avoir de mieux dans notre design, parce qu'elle peut pousser complètement à l'ombre totale des framboisiers. Donc en fait, il n'y a pas du tout... parfois, imaginons que je plante mes framboisiers tout petits, je peux très bien imaginer planter d'autres plantes entre les deux qui ne vont pas trop souffrir de l'ombre parce que les framboises sont toutes petites. Mais après, il y a trop d'ombre, donc il n'y a plus rien d'autre qui pousse. Et donc là, avec cette ornithogale et l'ail des ours, j'ai trouvé des plantes à mettre dans mon jardin qui ont une haute valeur ajoutée, qui sont appréciées des gens et de moi-même, et qui en plus vont pouvoir perdurer dans le temps, malgré le fait que l'écosystème va continuer à foisonner, qu'il va y avoir de plus en plus d'ombre, et cette plante, elle, va continuer à pousser. Une autre chose que je pourrais petit à petit essayer d'implanter, mais ça serait vraiment l'idéal magique de la permaculture, ça serait d'avoir les framboises, les ornithogales et de pouvoir cultiver des champignons au pied de tout ça. Parce qu'il y a plein de matières organiques et tout ça. Mais là, j'en suis pas là, j'ai fait quelques essais plus ou moins concluants avec des strophères anorugueux par exemple. Et j'en ai eu quelques-uns, mais sous notre climat, ça marche pas très bien. Donc voilà, ça c'est un idéal et c'est bien de rêver un petit peu. Imaginez que j'ai des framboisiers avec plein d'arbres tout autour, au pied des ornithogales des Pyrénées et en plus des champignons qui poussent. Alors là, ça serait vraiment très très chouette. Mais bon voilà, ça demande des climats et une météo qui ne sont pas forcément faciles à avoir en extérieur. Donc moi, comme je suis maraîcher mais aussi grimpeur, je me suis construit mon propre mur d'escalade parce que souvent le maraîchage, on est obligé de rester quand même beaucoup sur place. Du coup, moi, je me suis fait mon espace où je peux faire mon jardin, je peux faire mon escalade. Et voilà, faut pas se limiter en imaginant que la vie est dure, etc. En vrai, quand on a 2 mains et 2 pieds, on peut construire tout ce qu'on veut. Là, ça me permet vraiment de pouvoir m'entraîner. Malgré le fait de maraîcher.
Ça, c'est important de le dire parce que souvent, on imagine que devenir maraîcher, c'est travailler 70 heures par semaine, peu avoir de vie et tout. Donc voilà, il y a d'autres modèles qui sont possibles.